À la une ce soir, l'inquiétude des populations de Andokwa dans la commune de Yopougon. Le pont piéton menace de s'effondrer. Il a été endommagé par l'érosion. Enfin, 3 novembre 1987, le scandale de l'Iran-Gate éclate aux États-Unis. Des membres de l'administration Ronald Reagan ont vendu illégalement des armes à l'Iran, ennemi avoué des USA. Bonsoir à tous et bienvenue. Le pont piéton d'Andokwa dans la commune de Yopougon ne sera bientôt plus praticable. Cet ouvrage risque en effet de s'effondrer en raison de l'érosion. Les usagers expriment ce soir leur inquiétude. Ils sont au micro de notre reporter Dangui Dangui. Voici le pont piéton d'Andokwa, le seul sur l'autoroute du Nord dans la commune de Yopougon, visiblement debout certes, mais il montre des signes d'essoufflement et de vétusté, de quoi inquiéter la plupart de ses usagers. Ce pont nous a servi beaucoup pour la population d'Andokwa, mais le pont est dégradé. Le pont est dégradé, c'est simple, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'entretien pour ce pont, après la fabrication de ce pont. On ne voit pas des structures de l'État qui viennent chaque année pour réhabiliter le pont. Vous voyez, même le goudron du bas, à peine quand tu marches, tu es enfoncé comme un puits. Ce pont, c'est un point de jonction entre deux mondes. Quand on dit deux mondes, c'est le même, mais le monde de l'autre côté, le monde qui vit et le monde qui travaille, le monde de la zone. Ce pont est très important parce qu'il nous permet de véhiculer facilement sans avoir de risques d'accident. Régulièrement agressés par l'érosion, aussi bien que par certains véhicules poids lourds du fait de leur gabarit. L'effondrement de ce pont piéton est le scénario que ses usagers redoutent le plus. Les autorités ne doivent pas attendre que les infrastructures tombent, n'est-ce pas, pour pouvoir venir pallier à ça. Parce que quand ça tombe, c'est des victimes. Vraiment, ce pont, il est un atout. Il nous arrange parce que l'autoroute qui est là, on ne peut pas traverser l'autoroute. Il y a plusieurs morts ici. Lorsque tu traverses l'autoroute, que tu prends un coup, vraiment, il y a des personnes qui meurent ici et ça ne peut pas aller quelque part. Or, le pont, il est là. Si ce pont est bien entretenu, nous pouvons passer carrément sur ce pont-là et évacuer à nos occupations. Surtout s'il y a coupe d'eau, il n'y a pas l'eau ici. On quitte ici pour aller chercher l'eau de loin. On dégage le pont. S'il pleut, ça nous fait tomber. Les passages, ça les fait tomber. On ne peut pas monter ici. Tout le pont est gâté. Les escaliers, c'est gâté. Tout à la descente du pont, là, mais on ne peut même pas regarder. C'est par là on passe par aller au marché, c'est par là on passe par là où on s'en va aller là, pendant quoi. Si le pont tombe, on ne sait pas où on va passer. Si le pont tombe, vraiment, c'est toute une population qui est privée d'aller à la gare, venir à Andokwa. Moi, je viens de quitter la gare. Je suis parti voir un ami là-bas. Je me retourne pour aller à Andokwa dans mon quartier. Quand ça tombe comme ça, si ça tombe, je serai obligé d'aller faire grand tour. Bon, moi, ça ne va pas m'arranger. La réhabilitation de ce pont piéton ne relève pas de la compétence de la mairie de Yopougon, selon les autorités municipales. C'est un pont piéton, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a réalisé. Et les parties qui sont aujourd'hui entamées, c'est le remblai de part et d'autre de l'ouvrage. C'est cette partie-là qui commence à se dégrader et la dégradation est très avancée. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi le député maire de la commune de Yopougon a pris soin d'avertir, en l'occurrence la direction générale de la gestion des routes, pour que celle-ci, qui gère bien les infrastructures routières en Côte d'Ivoire, regarde et cherche à réparer ce pont piéton. Au regard de ces nombreuses faiblesses et blessures qui sautent à l'œil, les jours du pont piéton d'Andokwa sont comptés, selon de nombreux observateurs. Le district d'Abidjan renaît progressivement. En effet, les immeubles et autres constructions qui longent les grandes artères sont en train d'être repeints. Il s'agit de l'opération dénommée ravalement des façades. 3 personnalités, une même cause. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan. Et Ngwa Aka Mathias, le maire de Cocody, engagé pour donner un coup de neuf à la ville d'Abidjan. Première action que nous allons réaliser, le ravalement des façades. Tous les grands immeubles qui sont sur le boulevard Latry seront repeints. Tous les bâtiments que vous voyez à l'Union-Ville, le logement Sikoji, Soletia. Et à droite, Bracodiba,
nous allons tout refaire pour rendre cet endroit propre. À partir de maintenant, tous les immeubles donnant sur les voies principales seront peints. Pour la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, cette démarche s'inscrit dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, d'améliorer la qualité du cadre de vie des populations en Côte d'Ivoire. Le président de la République veut des peuples en bonne santé. La santé, eh bien, c'est aussi le cadre de vie. Et pour avoir une bonne santé, il faut vivre dans un cadre de vie sain, il faut vivre dans un cadre de vie beau. Et dire aux Abidjanais que la balle est maintenant dans vos camps. Une politique qui rencontre l'adhésion des populations. C'est un grand honneur pour tous les habitants de Cotonou de toutes les façons. Parce que c'est un projet qui démarre dans le cadre du développement durable qu'a entrepris le maire et qui va rejaillir dans tout Cotonou. En plus de l'opération de ravalement de façades, 100 carrefours seront aménagés et 50 000 arbres seront plantés à travers le district d'Abidjan. Le coût de ces 3 opérations s'élève à 2 milliards de francs CFA. Autre actualité nationale et nous partons à Adzopé, dans la région de Lamé. Des kits scolaires ont été offerts récemment aux enfants des milieux défavorisés. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale l'INONMI en partenariat avec l'ONG Children of Africa. Les détails avec Abou Sanogo. Joël Ziki est en classe de CM2 et déjà, il doit affronter la vie. Ce jeune adolescent est orphelin de père depuis quelques années. Comme lui, plusieurs enfants font face à des difficultés chaque jour pour se nourrir et même pour se rendre à l'école. C'est pour leur donner un coup de pouce que l'ONG l'INONMI a fait un don composé de sacs et de fournitures scolaires qui proviennent directement de l'ONG Children of Africa, dirigée par la première dame Dominique Ouattara. Grâce à cet appui, les bénéficiaires ont eu un brin de sourire. On ne savait pas comment nos enfants pourraient aller à l'école. On remercie l'ONG pour ces kits. Grâce à ces kits, nos enfants iront à l'école. Avec mon papa décédé, je ne pourrais pas aller à l'école. Mais grâce à l'ONG, je pourrais aller à l'école. Une cérémonie de remise qui a enregistré la présence des autorités administratives et coutumières de la localité d'Azopé, qui ont exprimé leur gratitude à l'ONG, mais surtout à la première dame Dominique Ouattara pour ce grand geste. Occasion pour la première responsable de l'ONG l'INONMI de réaffirmer son engagement à contribuer au bien-être des détenus et de leurs familles et plus des personnes vulnérables. Notre objectif, c'est de nous étendre sur tout l'étendue du territoire. Nous voulons faire beaucoup de choses avec les enfants des détenus puisqu'ils n'ont pas cette chance-là que les autres enfants ont. Créée en 2013, l'ONG l'INONMI est très active dans le milieu carcéral et a à son actif de nombreuses actions de portée humanitaire. Au chapitre culture, Amadou Ouedraogo, grand vainqueur de la toute première édition du Bushman Film Festival. Cet événement veut promouvoir les courts-métrages et longs-métrages réalisés à l'aide de téléphones portables. Amadou Ouedraogo a ainsi remporté le prix Mojet d'or et la somme de 1 500 000 francs CFA. On fait le point avec Franck Quadio. Action! Une scène de tournage de court-métrage. Celle-ci est bien particulière. Les prises de vue réalisées à partir d'un outil familier, le téléphone portable. Il y a plein de gens qui ont plein de talents et qui ont besoin de s'essayer à faire du cinéma. Donc c'est une superbe manière de commencer. On peut le faire déjà avec cet outil-là qui est un téléphone ou une tablette. Autrement dit, amener les amateurs du 7e art à réaliser leurs projets avec peu de moyens. Une idée vulgarisée par le Bushman Film Festival. Ce festival qui a mis en compétition 400 films sélectionnés sur 1200. Le concours a été lancé via les réseaux sociaux et heureusement, de nombreuses personnes, exactement 1255 ont répondu de plus de 90 pays. Donc je pense que c'est un événement qui répond à un besoin. Le grand vainqueur de cette première édition est Amadou Ouedraogo avec le film Le Système. Un lauréat qui remporte le Mojet d'or et repart avec plus d'1 million de francs CFA. C'est un film cru, c'est un film qui raconte son histoire. Il a 29 ans, ça parle de sa carrière, de sa réalisation. On y arrive, mais en fait on se retrouve
prisonniers d'un système. Le système de la carrière, le système universel, la réalité d'aujourd'hui. C'est un très grand encouragement et je suis vraiment honorée. Je pense qu'il le sera également. Le Modié d'or, mais aussi 2 autres prix d'encouragement. Le Modié marron à Van-Noël Lazaro pour son film, lui à la scolarisation des jeunes filles, et le Modié vert à Elohim Dacha pour son court-métrage Chrono. On avait la volonté, la détermination et l'envie de pouvoir montrer au monde ce que nous savons faire. Et c'est pour cela que nous sommes donnés à fond et ça a donné ce que ça a donné, 2 prix. Bushman Film Festival a réussi le pari de réunir les amoureux du cinéma venus des 4 coins du monde pour la promotion de cet art en Afrique. En image, direction Marrakech, ville située dans le centre du Maroc. Le vieux quartier juif historique renaît peu à peu après avoir bénéficié d'un programme de rénovation. Il attire désormais de nombreux visiteurs étrangers. Enfin, 3 novembre 1987, le monde entier secoué par l'Iran Gate. Plusieurs membres de l'administration américaine sous la présidence de Ronald Reagan ont vendu illégalement des armes à l'Iran, ennemi déclaré des États-Unis. Ces profits ont été utilisés pour financer secrètement, et cela malgré l'interdiction du Congrès américain, les Contras, un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen de lutte armée. Alors comment le scandale de l'Iran Gate a-t-il été révélé? Que reste-t-il aujourd'hui de l'Iran Gate? Les explications de Thomas Guessambi. Un scandale politique survenu aux États-Unis dans les années 1980. L'affaire nommée l'Iran Gate, en souvenir du scandale du Watergate, est toujours voilée de secrets. Les faits. Plusieurs membres de l'administration Reagan ont vendu illégalement des armes à l'Iran, qui était un ennemi avoué des États-Unis, utilisant les profits pour financer secrètement et malgré l'opposition du Congrès des États-Unis, les Contras. C'est un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen de lutte armée regroupant les opposants du gouvernement marxiste-léniniste de Daniel Ortega. Les Contras étaient soupçonnés d'être financés par la distribution de cocaïne. L'administration Reagan tentait, dans le cadre de la guerre froide, de renverser le régime communiste et une zone d'influence des États-Unis. L'affaire émerge après la publication le 3 novembre 1986 du journal libanais Al-Shira. C'est le premier reportage public sur une affaire d'armes contre otages. Le président Reagan nie les faits. Toutefois, le 13 novembre, dans un discours télévisé, Reagan confirme la vente d'armes à l'Iran. Mais en revanche, il dément que cette vente faisait partie d'un échange d'otages. En effet, plusieurs Américains sont à l'époque otages au Liban. L'opération a été découverte après qu'un avion du pont aérien fut abattu au Nicaragua. À la fin des années 1970 et début 1980, le Moyen-Orient fait face à une fréquente prise d'otages d'organisations islamistes. En 1979, des étudiants iraniens prennent en otage 66 employés de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Le 20 janvier 1981, le jour où Ronald Reagan devient président, les otages sont libérés à la suite des accords d'Alger. Bani Sadr, alors président de la République islamique, parle d'un accord entre Reagan et Khomeini. L'Iran Gate met en lien 2 sujets disparates, la vente d'armes à l'Iran et le financement de militants contras au Nicaragua. Le financement direct a été rendu illégal par l'amendement Bolan. L'Iran était en pleine guerre contre l'Irak et trouvait peu de nations occidentales prêtes à l'approvisionner en armes. La vente d'armes était également vue, selon un conseiller à la sécurité nationale du président Ronald Reagan, comme susceptible d'améliorer les relations tendues avec l'Iran. Les profits sont allés au contrat. Des guerrieros engagés dans une lutte anticommuniste contre le régime sandiniste du Nicaragua. L'affaire a provoqué une discorde politique aux États-Unis. Voilà, merci de nous avoir suivis. À demain, 19h.